Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans le Grand Plateau. Au menu ce soir, le gouvernement camerounais a entamé le 19 novembre dernier le rachat des 1% des parts détenues par Actis pour un montant de 78 milliards de francs CFA. Grâce à la convention signée entre les deux parties, Eneo, l'entreprise de distribution d'énergie, sortira définitivement du giron du secteur privé pour devenir une propriété exclusive de l'État camerounais. Un processus de renationalisation qui, pour l'heure, ne rassure pas pleinement les Camerounais quant à leur accès à l'électricité. En effet, depuis plusieurs années, Eneo, sous la gestion d'Actis, a eu les plus grandes difficultés à satisfaire la demande et à honorer ses engagements envers l'État. Un État qui hérite aujourd'hui d'une entreprise lourdement endettée. En procédant à ce virage historique, le gouvernement a-t-il désormais tous les leviers pour maîtriser la gestion de l'énergie au Cameroun? Sera-t-il en mesure d'offrir un service plus fiable et plus équitable? L'analyse de nos invités est à suivre en seconde partie d'émission. Pour l'heure, place au journal. En ouverture, affaire Martinez-Zogo, en témoin met en cause Martin Savom. L'audience de ce lundi a été marquée par de graves accusations formulées par le témoin Ekassi Alain à l'encontre de l'ancien maire de Bibé. À la barre, l'ancien agent de renseignement reconverti en agriculteur a affirmé que selon les informations détenues, Savom pourrait avoir joué un rôle dans la planification du meurtre du journaliste, évoquant des ambitions politiques qui auraient motivé une telle démarche. Et Kassi Alain a également soutenu que Martin Savom serait cité dans d'autres dossiers sensibles et qu'il aurait tenté de joindre Martinez-Zogo le jour même de son enlèvement. Ces déclarations ont retenu l'attention du tribunal militaire où l'audience se poursuit actuellement sous le regard attentif de nos reporters sur place. Nous y reviendrons. Dans la suite du journal, l'évêque du diocèse de Bafoussam répond au ministre de l'administration territoriale en réponse à la sortie vendredi dernier de Paul Atanganji, lui demandant de s'occuper de l'Église plutôt que de verser dans l'imposture. Monseigneur Paul Lantiqueneux a rappelé au MINAD qu'il est de la pure responsabilité de l'Église d'éveiller les consciences. Le prélat s'exprimait au cours d'une messe célébrée dans la paroisse Saint-François-Xavier de Koupchou, au quartier Aoussa, dans le premier arrondissement de la ville de Bafoussam. Et dans son homélie, l'évêque de la ville de Bafoussam, justement, a indiqué que ces derniers temps, les murmures du peuple de Dieu résonnent de plus en plus et que l'heure n'est plus aux intimidations, mais à la justice et à la paix. Franck Duroc-Tassonque. Le peuple continue à murmurer. Vrai ou faux? La réaction de l'homme de Dieu ne s'est pas fait attendre. Monseigneur Paul Lantiqueneux porte encore et toujours les murmures du peuple de son diocèse. Des murmures partagés à l'occasion d'une messe à l'église Saint-François-Xavier de Kopchou, à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Pour le prélat, la lecture de la parole de Dieu est loin d'éteindre les murmures d'un peuple. Et la violence n'éteint pas les murmures. La violence n'éteint pas l'intimidation n'éteint pas les murmures. La lecture de la parole de Dieu et les citations bibliques n'éteignent pas les menaces contre les évêques n'éteignent pas car c'est tout le peuple qui brille. Visiblement en réponse au ministre de l'administration territoriale qui, au cours d'une réunion d'évaluation sécuritaire dans cette région, a mentionné certains leaders religieux comme acteurs de la désobéissance civile. L'évêque du diocèse de Bafoussam indique qu'il est bel et bien dans son rôle d'éveiller les consciences des Camerounais. On dit que non. L'évêque doit seulement parler de la parole de Dieu et dire la paix soit avec, loué soit Jésus, allez dans la paix du... Mais l'enseignement social de l'Église commande à l'évêque, dans son orthodoxie, de former les consciences du peuple de... Dans son homélie prononcée dans cette église et attentivement écoutée par les fidèles chrétiens, Monseigneur Paul Lantiqueneux rappelle qu'il n'a jamais tracé le chemin de la violence,
mais plutôt celui de la justice, de la vérité et de la paix. La voix du peuple est la voix de Dieu. Seule la vérité nous rendra libres. Le mensonge ne nous sauve point. Et je voudrais rappeler ici pour ceux qui croient que je suis contre certains chrétiens, que je suis le père de tout le... Mais ne m'enchaînez pas par le mensonge. En reconnaissance de leur désapprobation à l'opération Ville Morte, les réservoirs des conducteurs de moto ont été rechargés au passage du Minat. L'homme de Dieu, qui a considéré cela comme la manne, émet le vœu qu'elle soit pour tous les Camerounais et de manière permanente, comme pour le peuple d'Israël. Elle est tombée pour tout le monde, donc je remercie ceux qui sont venus pour que la manne tombe, en leur disant de revenir vite, pas seulement pour un jour, mais pour plusieurs jours, pour que la lecture de la parole de Dieu soit complète et que nous-mêmes, nous puissions bénéficier de la... Monseigneur Paul Lontikene invite les fidèles chrétiens du diocèse de Bafoussam à tenir un langage de vérité et aux hommes politiques de s'y engager comme des chrétiens. Vigilance, impartialité et respect du cadre légal, telles sont les 3 consignes données aux responsables d'Elections Cameroun à quelques jours de l'élection régionale du 30 novembre. Lors d'une session de plein droit organisée en fin de semaine dernière à Yaoundé, le président du conseil électoral a fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs du scrutin. Le conseil a annoncé le déploiement de ses membres dans les 58 départements du pays où se tiendra le vote afin de s'assurer du bon déroulement de la campagne électorale et de superviser les opérations. Une occasion pour le docteur Eno Abraham Segbe de lancer un appel à plus de responsabilité afin de prévenir tout comportement susceptible d'entacher l'intégrité du processus électoral. Je vous propose de l'écouter. À mesure que nous nous approchons du scrutin, il est essentiel de maintenir une vigilance, une impartialité, une indépendance et une disponibilité accrue afin de prévenir efficacement tout comportement susceptible d'entacher l'intégrité du processus électoral. Notre mission régalienne de contrôle doit en tout temps garantir que toutes les parties prenantes agissent et opèrent conformément au cadre légal et réglementaire, ainsi qu'aux principes régissant cet exercice civique et souverain. Le progrès que nous observons aujourd'hui témoigne indubitablement de la maturité professionnelle de l'ECAM et de la population dans son ensemble. C'est grâce à cette remise en question et à une amélioration constante, à l'apprentissage des leçons tirées et à un patriotisme inébranlable que nous continuerons d'édifier un modèle électoral crédible et inclusif qui inspire à la fois confiance et professionnalisme. J'exhorte donc chacun d'entre nous, mesdames et messieurs, et en particulier nos dynamiques collaborateurs, à toujours faire preuve d'abnégation, de perspicacité et d'engagement républicain afin que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à court, à moyen et à long terme. Également dans l'actualité, l'Ordre national des architectes du Cameroun affiche sa détermination à muscler la lutte contre l'exercice illégal et à renforcer la place des architectes au sein des institutions publiques. Réunis à Douala le 21 novembre pour leur assemblée générale ordinaire, les architectes inscrits, les stagiaires et plusieurs représentants institutionnels ont assisté à un conseil de l'ordre résolument tourné vers l'avenir. Entre exigences d'éthique, amélioration de la formation et défense de la profession, l'ONAC a réaffirmé avec force sa volonté de bâtir un cadre plus rigoureux et plus crédible pour l'architecture camerounaise. Julien Atada et Jrès Azangui. L'enjeu de l'employabilité des jeunes architectes s'est imposé comme l'un des points névralgiques de l'Assemblée générale. La ministre de l'Urbanisme et du Développement urbain, représentée par l'inspecteur technique Philippe Kouetche, a relayé avec insistance les préoccupations du gouvernement. Madame le ministre marque sa préoccupation par rapport au nombre grandissant des jeunes architectes qui accèdent à l'ordre et se préoccupe de la difficulté pour ces derniers à trouver du travail. Elle a donc prescrit à l'ONAP de mener une réflexion afin de mettre en cohérence le nombre d'architectes qui vont être inscrits désormais avec la capacité d'absorption
du milieu du travail. Cette problématique n'a rien d'anodin. Elle demeure l'un des défis les plus pressants pour l'ordre qui doit composer avec un marché saturé, des offres limitées et une demande institutionnelle encore trop faible. Alors, nous avons vraiment des défis importants. Déjà, il y a le travail pour les architectes, c'est un premier défi. Et quand je parle du travail pour les architectes, il faut que l'État, qui est un grand pourvoyeur de travail, consulte les architectes pour le travail qui concerne les architectes. Parallèlement, l'exercice illégal, le non-respect des textes et la signature de projets par des personnes non habilitées continuent de fragiliser la profession et de menacer sa crédibilité. À cela s'ajoute un autre front, celui de la formation. Le président de l'Ordre a tiré la sonnette d'alarme contre la multiplication désordonnée d'écoles d'architecture non reconnues. Vous savez que les écoles, c'est également 3 choses, demandées également par l'UIA et l'UNESCO. C'est 1, les locaux, 2, les enseignants, 3, la formation, les programmes. Donc nous allons vérifier cela pour voir quels sont les architectes, quelles sont les écoles que nous autorisons à ce que les architectes puissent s'inscrire à l'ordre. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Un temps fort est venu rompre la tension des débats. La prestation de serment de 5 architectes stagiaires récemment réhabilités suite à une décision de la Chambre d'appel de l'Ordre. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'intégrer enfin cet ordre d'un métier que nous exerçons déjà, d'un métier qui nous passionne. Et voilà, c'est un plaisir d'avoir ce dénouement, d'être aujourd'hui enfin membre de la promotion du cinquantenaire, même si on va dire qu'il y a comment on va appeler ça, un glissement de date. À l'aube de son cinquantenaire, l'Ordre national des architectes du Cameroun affiche la volonté d'entamer un virage décisif, renforcer la régulation, relever le niveau de formation et affirmer pleinement son rôle dans l'aménagement et le développement urbain du pays. Un cap ambitieux mais indispensable à la consolidation de la profession et à son rayonnement futur. Renationalisation des néos, le gouvernement s'engage à mener une lutte renforcée contre la fraude qui fait perdre près de 60 milliards de francs CFA chaque année. L'annonce a été faite le week-end par Gaston Elundou Somba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, lors d'un point de presse. Au cours de sa communication, le membre du gouvernement a également annoncé l'installation dans les jours à venir de 15 000 compteurs intelligents pour permettre une meilleure gestion des flux et une réduction significative des pertes commerciales. Le gouvernement prévoit également une série de réformes structurelles incluant la modernisation des réseaux de transport et de distribution, la restructuration de la dette du secteur ainsi que le raccordement de nouvelles industries afin d'augmenter les revenus. Écoutons le ministre Gaston Elundou Somba dans cet extrait sélectionné par Sébastien Yébé. Cette stratégie de mobilisation des revenus supplémentaires pour le secteur passe aussi par le paiement des factures de tous les clients consommateurs d'énergie électrique. Dans ce cadre, des mesures particulières seront prises pour les entités publiques et les collectivités territoriales décentralisées. Ces mesures pourront aller jusqu'aux retenues à la source pour certaines de ces entités. C'est dire que l'engagement fort du gouvernement dans cette restructuration est d'amener chacun à payer sa facture d'électricité. Dans le même ordre d'idée, une lutte sans merci sera menée contre la fraude. Les pertes dues à la fraude sont de l'ordre de 60 milliards de francs CFA chaque année, faut-il le rappeler. En santé, la jeunesse choisit de se mobiliser face à la multiplication des cas de cancer et aux nombreux défis auxquels font face les malades atteints de cancer de la prostate chez les hommes et du sein chez les femmes. Réunis autour de Princesse Ici Miss Cameroun 2023, ils ont organisé une marche pacifique pour sensibiliser et accompagner les personnes atteintes de cancer en leur apportant un soutien psychologique, matériel
et financiers. Ces jeunes en ont aussi profité pour rappeler l'importance du dépistage. Écoutons Princesse ici, Miss Cameroun 2023, qui appelle à un engagement plus large pour combattre le cancer de la prostate chez les hommes et du sein chez les femmes. Elle est au micro de Sébastien Oyébé. Bon Dieu a béni cette journée, il a écouté nos prières et il a fait en sorte que toutes ces personnes aujourd'hui soient là pour soutenir ces malades-là. Et aujourd'hui, je suis toujours joyeuse, pleine d'énergie parce que je m'appelle souvent a smile donor et joy donor. J'aime partager la joie autour de moi. Déjà, ce qu'on fait ici, de leur permettre d'avoir peu de moyens pour pouvoir suivre les chimiothérapies, les radiothérapies, pour pouvoir subvenir à certains de leurs besoins. Parce que la vérité est que ce n'est pas facile d'avoir cette maladie-là. Financièrement, c'est lourd. Donc à la fin de la journée, on essaie de faire de notre mieux pour pouvoir être là pour eux. Le combat continue. Nous ne sommes qu'au début, c'est la 4e édition, mais j'ai la forte conviction que l'année prochaine, on aura plus de partenaires, on aura plus de Camerounais qui sont conscients de cette maladie-là, qui sont conscients qu'ensemble, nous sommes plus forts, comme on le dit souvent. Et je suis convaincue que l'année prochaine sera plus beau que cette année. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Le rachat de la société de distribution d'électricité a-t-il une plus-value pour les ménages et entreprises au-delà du sentiment de fierté qui flatte notre orgueil national? Cette renationalisation, après 24 ans de privatisation, est fort saluée par l'opinion. Petit bémol, cette opération de rachat de l'entreprise est née au masque. Un gros scandale financier pour lequel l'État du Cameroun hérite d'un passif de plus de 800 milliards de francs CFA, avec une dette contractuelle de 120 milliards annuels à payer au groupe français EDF pour le barrage de Nachigal. Qu'est-ce qui peut justifier un tel montage financier qui met en péril une partie de la souveraineté énergétique du Cameroun? La lecture de Jean-Paul Chouillat. Si le rachat de la société Neo est fort applaudi par de nombreux Camerounais comme un acte de reconquête d'un pan de la souveraineté nationale, des compatriotes avisés y voient plutôt une opération foireuse, conclue d'une part entre l'État du Cameroun et d'autre part les représentants du fonds d'investissement britannique Actis, acquéreur en 2014 de la défunte Sonel, privatisé en 2001 au groupe américain AS Sirocco Corporation. Le Cameroun a donc renationalisé la distribution de son électricité par fierté nationale sans plus-value. Bien au contraire, selon des experts, cette transaction menée à la va-vite flatte certes l'orgueil national, mais cache un anti-patriotisme socio-économique de quelques-uns qui va bientôt coûter très cher à tous les contribuables et les ménages camerounais, au risque même de ne plus avoir du tout de l'énergie électrique pour leurs besoins grandissants. De cet accord conclu entre les deux parties, le Cameroun sort donc grand perdant d'une transaction sur son propre bien, lui appartenant au départ, puis bradé à 23 milliards de francs CFA et exploité pendant 13 ans avec de gros bénéfices en centaines de milliards de francs CFA par le repreneur AS Sirocco, lequel acquéreur à son tour a revendu à Actis à 99 milliards de francs CFA. Et Actis, à travers Eneo, s'est fait du beurre et même l'argent du beurre en plusieurs centaines de milliards de francs CFA de bénéfices pour revendre une coquille presque vide à 78 milliards de francs CFA au propriétaire initial, le Cameroun, qui l'avait cédé dans le même état à seulement 23 milliards. Non seulement Actis a frappé un grand coup sur le dos des Camerounais avec la complicité de certains dirigeants. Mais le fonds d'investissement britannique s'est débarrassé de ce dossier brûlant en balançant plusieurs patates chaudes entre les mains du gouvernement. Une dette fournisseur et sous-traitant de 500 milliards de francs CFA, 800 milliards de francs d'emprunt à rembourser pour la construction du barrage de Nachtigal, 10 milliards de francs à payer par mois au groupe Électricité de France, soit 120 milliards annuels, peu importe si les 420 mégawatts produits sont consommés ou non. Et ce n'est pas tout. Actis s'en va en laissant tel qu'il avait trouvé les barrages de Son Loulou et Lac d'Eau, sans avoir investi les 280 milliards de francs CFA pour la réparation et la maintenance des turbines vieillissantes, conformément au cahier des charges. De l'avis des spécialistes Eugène Yambal et Robert Moutembassa, le rachat d'Eneo, c'est l'un des plus gros scandales financiers du siècle, comparé au barrage de la Renaissance, construit sur fonds propres de l'État éthiopien et sa diaspora, à 2400 milliards de francs CFA. L'ouvrage produit 11 fois plus d'électricité que Nachtigal et rapporte l'équivalent de 600 milliards de francs CFA annuels à l'Éthiopie grâce à l'exportation vers les pays voisins.
Le plan financier du barrage de la Renaissance comparé à Nachtigal, c'est donc le jour et la nuit. Deux infrastructures de même nature. L'un rapporte d'importantes devises au pays et l'autre appauvrit l'État et met le couteau sous la gorge de ses citoyens qui achèteront encore plus cher le kilowatt d'électricité. Peut-on aujourd'hui parler de la souveraineté énergétique du Cameroun, au-delà de la distribution sous contrôle des pouvoirs publics? Près de 90% de la production nationale d'électricité et son transport sont encore aux mains des privés étrangers. Et cette renationalisation typiquement la camerounaise, faut-il donc en rire ou en pleurer? De répondre à cette question avec nos invités. Eugène Yambal est avec nous ce soir. Bonsoir Eugène, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Eugène Yambal, vous êtes expert financier international. En face de vous, Serge-Henri Kelbé, en politique, spécialiste des questions énergétiques. Serge-Henri, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Maillot, c'est toujours un plaisir de répondre présent lorsque vous me sollicitez. Bonsoir à Monsieur Yambal. Je pense que nous allons avoir un débat assez enrichissant ce soir pour nos téléspectateurs. Merci. Alors, l'État camerounais dépense 78 milliards de francs CFA pour racheter une entreprise lourdement endettée. Eugène Yambal, est-ce que cette opération semble être, selon vous, un bon investissement pour le Cameroun? Disons, l'acte que l'État camerounais a posé en reprenant Eneo, je soutiens cet acte à 100%. Par contre, ce sont les modalités... Il le fallait absolument, il fallait renationaliser l'entreprise impérativement. Le problème ne se pose pas dans ces termes, c'est que depuis le départ, j'ai suivi ce dossier depuis à peu près depuis 1997-98, lorsque j'étais à la Banque mondiale. Je l'ai également suivi lorsque je suis passé au FMI, lorsque le Cameroun voulait obtenir le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et dès le départ, je ne m'occupais pas des privatisations au Cameroun, je m'en occupais au Sénégal, mais ce sont mes collègues qui travaillaient ici et j'avais un accès direct au dossier et je pouvais donner mon avis. Donc depuis le début, j'étais contre le fait que l'on donne la SONEL à AES, qui, à mon avis, n'avait pas les capacités de gérer un secteur aussi stratégique. Pourquoi? AES a été créé par des avocats américains à Arlington, près de mon domicile. Et ce sont des avocats qui travaillent avec le groupe, je crois que c'est Enron. Il y a un groupe américain qui avait fait faillite dans l'électricité. Et ces avocats se sont dit qu'il y avait de l'argent à se faire dans le secteur. Donc, ils s'y sont lancés. Ils ont essayé d'aller dans des pays comme le Sénégal et d'autres. Et au moment où ils rachètent, leur action était au plus bas, à peu près $1 par action. Et j'ai alerté les autorités à l'époque. Et vers 2000, et après que ça ait été fait, j'ai demandé au ministre des Finances de l'époque, j'ai dit que nous devons faire le dos rond à partir du moment où nous n'avons pas encore atteint le point d'achèvement. Parce qu'on risque d'avoir les problèmes avec les Américains et les autres. Et j'avais également conseillé à l'époque qu'une fois qu'on a eu le point d'achèvement, étant donné que AES ne remplissait pas son cahier des charges, on devait utiliser l'agence de régulation, l'ARCEL, pour faire un audit du cahier des charges. Et si on veut reprendre, on donne une amende à AES à un montant à peu près substantiel. C'était vos propositions. C'était ma proposition pour que s'ils veulent qu'on aille même en arbitrage, on est blindé sur le plan juridique. Est-ce que le temps vous avez donné raison finalement? Oui. Et la deuxième chose, donc ça n'a pas été fait. Et lorsque je suis passé à la SFI, j'ai vu que AES avait contracté un emprunt auprès de la SFI de Proparco pour faire de lourds investissements dans le secteur énergétique du Cameroun. À ma surprise, quelques temps plus tard, AES revend la concession à Actis. On va essayer de faire court. Et ensuite, juste rapidement. Oui, on va essayer de faire court. Oui, court. Ensuite, quand on vend à Actis, j'alerte également en disant que c'est un fonds d'investissement qui n'a pas les capacités pour gérer notre secteur. Donc, en clair,
j'étais opposé à cela et je salue l'initiative du gouvernement. Par contre, ça coûte excessivement cher. Bon, on pourrait y revenir. Avant de revenir sur le mauvais point, Serge-Henri Kelbé, c'est un bon investissement selon vous également? Pour moi, c'est un très bon rachat. Parce qu'il faut comprendre que Actis vend ses parts dans une concession. C'est la concession qui est plafonnée à 1000 MW. C'est-à-dire une autorisation. C'est comme si vous avez un agrément. L'agrément vous donne le droit d'aller exploiter les mines, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Donc, vous créez un consortium, une société qui a 100% d'actions, vous détenez 51 parts, et au fur et à mesure que vous évoluez, vous vous rendez compte que vous êtes à l'étroit. Je m'explique. Ce qu'on ne dit pas aux Camerounais, à suffisance, c'est de dire que l'État du Cameroun n'a pas privatisé Sonel de gaieté de cœur. Ce sont des contraintes que M. Nyambal connaît certainement mieux que nous ici sur ce plateau, qui ont amené l'État du Cameroun à ce, n'est-ce pas, on était sous ajustement structurel et il fallait que l'État, dans ses charges, sa masse salariale, se désengage d'un certain nombre de structures. Sauf que, dans les sélections, j'ai toujours dit, et dans les notes que j'ai eu à faire, même les échanges que j'ai eu avec 2 conseillers techniques, un aujourd'hui au Premier ministère, l'autre est à la présidence, c'est que ni AESCOP, ni Actis n'avaient les profils nécessaires pour venir relever notre énergie. Dans l'appel d'offres, je vous le dis encore aujourd'hui, moi j'ai feuilleté ça. Le meilleur repreneur de la Sonel était Hydro-Québec. Parce qu'on avait plusieurs ingénieurs à Eneo et directeurs à Eneo qui ont été formés au Canada et d'autres ont fait des stages chez Hydro-Québec. Plusieurs sont déjà allés en retraite. Mais comment on se retrouve en train de donner le marché à Actis, justement, puisque vous non, comment on se retrouve à donner à AES? Oui, AES d'abord, puis... C'est ça. Le problème, c'est que, comme il disait, ce n'est pas des entreprises outillées, c'est des businessmen et qui, dans leur offre de rachat, mettent des commissions. Ces commissions sont plus intéressantes pour ceux qui participent au processus de vente, mais ne garantit pas aux Camerounais la technicité du domaine. Donc, même quand Actis est arrivé, qui ne connaissait alors que rien de l'électricité, il y avait EDF aujourd'hui qui construit les barrages au Cameroun, et il y avait encore Hydro-Québec, et je pense qu'il y avait même une entreprise chinoise. On a encore donné un fonds d'investissement. Résultat, Actis, qui était celui qui menait le bateau, parce que c'était l'actionnaire majoritaire, l'État du Cameroun, dans ses 44 plus le personnel 50, avait 49. Se contentait plus de faire des dividendes que de faire des investissements pour entretenir, par exemple, une centrale comme Son Loulou. Il faut aussi que les Camerounais comprennent que ce n'est pas le rôle dans la concession de Eneo. Ce n'était pas son rôle de construire les barrages. Par contre, dans la concession achetée, AES comme Eneo hérite des barrages qui étaient inclus dans la concession, c'est-à-dire Lac d'eau, Edea, Son Loulou et bien d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont plafonné leur concession de 1000 MW. Donc AES est aussi un producteur d'électricité, il faut le dire. Et lorsqu'ils arrivent, et ce que a laissé AES, il y avait le transport, haute tension. Mais les lignes étaient des lignes de 90 kV qui sont devenues obsolètes. Non, on a séparé le transport et à part. Oui, nous avons plaidé. Je vous dis que moi, je suis ceux qui ont écrit et qui continuent à dire que même la distribution, il faut la concurrence. Parce que si vous regardez dans la téléphonie, on a plusieurs opérateurs. Pourquoi dans la distribution, on aurait un seul distributeur? Pourtant,
le chef de l'État depuis 1996, dans la loi numéro 96 du 24 décembre 2096, ordonnant la libéralisation du secteur de l'électricité, a permis aux gens comme KPDC de s'installer, aux gens comme Agreco, toutes ces sociétés, de venir aussi produire, d'apporter un surplus, étant donné que le Cameroun a opté pour un mix énergétique. Vous voyez, on produit avec du gaz, on produit avec du thermique, on produit avec de l'hydro. L'essentiel, c'est de gonfler la capacité de production du Cameroun pour non seulement satisfaire les ménages, mais soutenir le développement de l'industrie. Donc, on est d'accord que chacun de vous voit d'un bon œil le fait que moi, de mon Eneo côté, soit tout à fait. sorti de la privatisation. Maintenant, il y a un autre détail qu'il faut comprendre, puisque on va examiner de fond en comble, même si on n'a pas suffisamment de temps, cette renationalisation dont tout le monde félicite, pour laquelle tout le monde félicite le gouvernement camerounais, ainsi de suite. Eneo est donc nationalisé, renationalisé. Est-ce que ça implique, ou ça veut dire en français facile, que le Cameroun obtient son autonomie énergétique? Pas du tout. Je pense que dans le secteur énergétique, comme dans la plupart des secteurs privatisés, des services publics privatisés, on a un problème de gouvernance. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système où, avant les privatisations, on avait des monopoles intégrés, où l'État établissait la stratégie, construisait des barrages et demandait à la SONEL et aux autres opérateurs d'exécuter. Quand il a fallu privatiser, on nous a sorti de ce modèle français pour nous amener dans un modèle anglo-saxon que nous ne maîtrisons pas. On ne s'est pas retrouvé dans le nouveau modèle qui était basé sur les principes suivants. On dit désengagement de l'État. L'État s'occupe dorénavant de la stratégie et des politiques. Et on dit on va amener des acteurs privés. Mais c'est l'agence de régulation qui va contrôler l'exécution des obligations de chacune des parties. Et au troisième niveau, on prend, comme ces gens voulaient que leurs entreprises puissent gagner de l'argent dans ces secteurs, on a le même problème dans Camrail. On a un peu partout. Pour gagner de l'argent, ils ont saucissonné le secteur en plusieurs morceaux. On a des productions. Là, il y avait... l'État peut investir. Le concessionnaire aussi a hérité de certains barrages. Et on a également ouvert au privé. La deuxième phase, tout ce qui est transport, qui faisait partie de la structure intégrée avant les privatisations, on crée une société de transport à part. Et on met la société des Occidentaux en aval au niveau de la distribution, où il n'y a pas de gros investissements. Le poids des investissements dans le secteur reste en amont. Mais on a plusieurs problèmes. Un, l'État ne joue pas son rôle d'impulsion stratégique du secteur, définir de nouvelles, même faire un nouveau mix énergétique pour se dire, le Cameroun a un avantage, c'est qu'on a une diversité énergétique énorme par rapport aux autres pays. Potentiel hydraulique, l'un des plus importants en Afrique. Au niveau du Sahel, on peut faire du solaire, on peut aller même faire du nucléaire comme le Burkina vient de le faire. Oui, oui. Donc avec tout ça, on a le problème d'électricité. Non, non. Donc, s'asseoir, avant de passer au niveau des budgets, des investissements, s'asseoir déjà pour voir la cartologie, pour se dire notre vision, où est-ce qu'on veut aller pour donner une autonomie au Cameroun dans ce secteur. Ce travail n'a pas été fait. La deuxième chose, les agences de régulation, qu'il s'agisse de l'électricité ou des télécoms ou des autres, n'ont pas joué le rôle de veille et de contrôle qu'ils devaient avoir pour animer le secteur et s'assurer que chacun remplit son cahier de charges. 3. L'État lui-même ne paye pas ses factures. Et on se retrouve dans un système où, en fait, les gens se focalisent sur Eneo, mais c'est l'ensemble du système qui est déréglé. C'est-à-dire que, comme l'État ne paye pas ses factures, Eneo lui-même n'avait pas une capacité financière pour développer la distribution. Il n'a pas investi. Depuis 2014 à maintenant, à peu près 320 milliards, mais il s'appuyait plus sur des crédits des banques locales. On voit la société du transport Sonatrel, qu'on a créée plusieurs années après la libéralisation.
elle n'est pas suffisamment capitalisée pour donner des lignes de transport. Maintenant, au niveau de la production aussi, on a des producteurs qui ne sont pas payés par Eneo. Donc l'ensemble du système se dérègle parce que les équipements sont vieillissants, il y a des problèmes de tarifs, de pertes techniques. Donc en clair, si on rachète Eneo, il ne suffit pas de restructurer au niveau d'Eneo, c'est l'ensemble du secteur qu'il faut refaire, et voir quelle est la meilleure organisation, où est-ce qu'on veut aller, et surtout et aussi avoir une orientation basée sur les résultats et puis mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc ainsi, on ne saurait parler d'autonomie énergétique avec cette nationalisation-là. C'est une première étape qu'on vient. Ce n'est que le début d'un long processus de transformation du secteur qui puisse nous amener vers l'autonomie énergétique. Ça, Jean-Henri Kelbé, d'accord, on a renationalisé Eneo, mais qu'est-ce que ça implique de manière simple? Permettez-moi de revenir quand même sur deux petits détails que M. Niambala. Allez-y. D'abord, il faut savoir que le Cameroun on n'est pas autosuffisant parce qu'il y a encore des zones d'ombre. Même en périphérie des zones urbaines, on n'a pas l'électricité, par exemple, à la Dibambala. On n'a pas d'électricité au niveau de Karoufumbongo, par exemple. C'est à peine à 25 km de Douala. Donc, on n'est pas encore autosuffisant en énergie. Mais le Cameroun est autonome en énergie. Nous sommes de plus en plus autonomes même. Pourquoi? Parce que le Cameroun, dans son mix énergétique, est en train de mettre de côté petit à petit tout ce qui est centrale thermique. Nous avons connu dans ce pays ce qu'on appelait le plan d'urgence thermique. Et il fallait acheter le carburant, il fallait. On dépendait beaucoup de carburant. Vous avez des pays comme le Botswana qui importe l'énergie de la Namibie. Et c'est ce que le Cameroun veut faire dans son plan de développement énergétique. C'est-à-dire vendre l'électricité au Nigeria et au Tchad. Les conventions sont signées. Maintenant, pour répondre à votre question, ou avant, je veux parler du saucissonnage. Pourquoi on a fait du secteur, la production, le transport, la distribution de l'autre côté. Eneo, dans sa structure, il faut comprendre que c'est la direction du transport de Neo qui est devenue la Sonatrel. Et un peu la direction, un département de la production. Je m'y connais parce que j'ai plusieurs stagiaires et quelques employés qui sont actuellement à la Sonatrel, plus à la Sonatrel qu'à Eneo. Et il s'est arrivé où alors on constatait que les lignes étant vieillissantes, je vous dis que nous avons des lignes de 90 kV qui sont obsolètes. Il nous faut les lignes de 225 aujourd'hui parce que la ligne de Nachigal, c'est une ligne de 225 kV. Et à moyen terme, on aura les lignes de 400. Parce que quand le Cameroun va atteindre 3000 MW, il va falloir des câbles beaucoup plus costauds pour transporter cette énergie, surtout pour aller vendre au Tchad et au Nigeria. Donc, AES, Eneo, ne voulant pas faire des investissements pour renouveler les câbles, Eneo, dans sa stratégie, voulait plus faire des bénéfices qu'investir. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de manière... Est-ce que vous savez qu'à certains moments de la journée, le Cameroun produit plus d'énergie qu'il n'en consomme à un certain moment de la journée? Oui! Actuellement? Je vous assure, et même avant Nachigal, avant qu'on ne livre Nachigal, on a des périodes de morte. En journée, ça peut faire 2 heures, 2 heures et demie. Donc cette énergie-là se perd. Vous comprenez? Je suis venu ici avec des Japonais pour un problème de stockage. Pour que cette énergie-là, on la conserve dans des stades de football, dans des conteneurs comme des batteries, des piles. C'est un ministre de l'eau et de l'énergie qui a fait la prison aujourd'hui, qui n'a pas voulu que ce projet soit implémenté. Nous avons travaillé à la présidence de la République là-dessus. Pour continuer. Sur l'implication de la renationalisation, même si vous permettez qu'il termine. Oui. J'étais en train de faire comprendre que plus on augmente des barrages, voilà qui va arriver. On s'est rendu compte que oui, la production suit.
Il n'y a pas de pointe, il n'y a pas de problème, mais les câbles, tout le temps, il y avait effondrement. Un câble s'est coupé au poste de Mangombe, un câble s'est coupé peut-être à l'entrée du poste de 2. Il fallait donc refaire tout cela, mais le refaire avec des câbles de nouvelles dimensions, respectant les normes. Étant donné que Actis ne voulait pas mettre l'argent, ça a été une aubaine pour le Cameroun de créer la Sonatrel. Nous avons demandé qu'on enlève à la Sonel, à la AES et même à Eneo le transport et que la direction du transport qui était encore inclus à Eneo devienne une entité autonome. Le problème est que pour diriger ces sociétés-là, c'est un problème de casting au niveau du management. Mais tenez-vous tranquille, c'est l'un des plus gros directeurs que Eneo a connu, qui est DGA à la Sonatrel, M. Mila. Là, c'est un féru du transport. Ça, en Afrique centrale, on en connaît très peu. Donc, c'est comme pour dire que c'est l'argent. Il se pose encore le problème de transport. C'est un problème d'argent. Moi, je sors presque de ce chantier. Les câbles s'arrêtent à Boumiébel. Les pylônes sont là, jusqu'à après DA. Les pylônes sont là. Les structures en acier sont là. Au plus tard, fin février, c'est un problème qui sera résolu. On va pomper. Nous allons tirer les 420 MW de Nachigal. C'est un problème de fond. Et il faut dire que, comme pour les routes, le Cameroun n'a pas assez d'argent pour faire... Parce que les câbles... Non, mais il y a beaucoup de pays qui se construisent... Vous permettez, il y a beaucoup de pays qui se construisent... veut réagir. Après, vous allez poursuivre. Sur des crédits. Oui, je vais réagir sur quelques points. Un, sur la structure du secteur, ce n'est pas le Cameroun qui a défini cette structure du secteur, c'est la pression, ce sont les recommandations des bailleurs de fonds. Quand on faisait la privatisation, on a recommandé ces structures dans tous les pays en Côte d'Ivoire. Non, mais nous, on a écrit. Moi, j'ai travaillé là-dessus avec des conseillers techniques. Sauf que, vous voyez, quand on a créé la Sonatel depuis la privatisation du AES Corp, c'est peut-être 15 ans après. Si c'était la pression des bailleurs de fonds, c'était la pression des bailleurs de fonds, on aurait créé la Sonatel bien avant l'arrivée d'Actis. C'est noté, Sergent. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur ces dossiers pendant qu'on privatisait. Le schéma cible, c'était de saucissonner comme ça. 3 segments, production, transport, distribution. Mais il y a eu des retards dans la mise en œuvre de cette réforme. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'électricité, il faut réfléchir de manière holistique. Il ne suffit pas d'augmenter la production pour dire que l'électricité est plus disponible auprès du distributeur final. Donc, les pays qui avancent et qui ont de bonnes performances là-dedans, c'est que quand on construit les barrages, on doit s'assurer qu'on a prévu les lignes de transport et de distribution qui vont jusque vers l'opérateur final. C'est ça l'une des faiblesses du dispositif du Cameroun. Et il a parlé des faiblesses notamment de Eneo sur son incapacité à investir sur les lignes de distribution. Le dernier point sur la privatisation, je pense que la manière dont elle a été faite sur le plan financier, moi j'ai des réserves là-dessus. C'est-à-dire, je n'aurais pas donné 78 milliards à Eneo pour cela. Et même quand le débat a commencé à prendre corps, j'avais une vision assez claire. Ce que je disais, c'est que lorsque Eneo demande 78 milliards pour quitter le Cameroun, Actis, le groupe. Actis, oui. Oui, Actis, le fonds Actis, le fonds qui avait 51%. Oui, quand ils demandent de partir. Dans le cahier des charges dont ils ont hérité, ils avaient l'obligation de faire la maintenance d'un certain nombre d'ouvrages. Cette maintenance n'a pas été faite. Donc, il y a un coût les gens parlent de plus de 200 milliards qui devrait être supporté par l'État et les contribuables camerounais, du fait des défaillances des NEO au niveau du contrat de concession. Le troisième point, c'est que quand Eneo part dans le PPP de Nachtigal, il s'était engagé à payer le off-take. Il s'était engagé à payer au consortium 10 milliards d'électricité par an, que l'on consomme ou pas. Oui. Et maintenant, comme Eneo
avait des difficultés financières, plus de 800 milliards de dettes, sans oublier les dettes croisées. Donc, plus de 800 milliards de dettes, il n'était pas en capacité financière de remplir ses obligations. C'est là qu'on amène l'État comme garant, et l'État dit, si Eneo est défaillant, nous, on paye ces 10 milliards par mois, ça fait 120 milliards. Sachant que l'État aussi actionnaire à Eneo. Oui. On paye 10 milliards par an. Par mois. Ça fait 120 milliards. Oui. Donc, quand vous regardez le coût, il y a le coût de 78 milliards, il y a le coût de l'absence de maintenance d'Eneo, et à ce niveau, on aurait dû, à mon avis, utiliser l'agence de régulation, même recruter des cabinets pour dire, OK, voici vos obligations contractuelles qui n'ont pas été remplies, et sur cette base, on peut vous sanctionner. On donne des sanctions. S'ils veulent aller en arbitrage à Paris ou auprès de Sirdi à la Banque mondiale, sur le plan juridique, on a un dossier fort qui nous empêche de leur donner les 78 milliards. Est-ce que la procédure n'aurait pas été plus longue, plus coûteuse pour le Cameroun quand on a une entreprise qui avait déjà exprimé sa volonté de partir, qui avait montré qu'elle ne pouvait plus tenir? Non, c'est parce qu'elle-même, si elle se sentait lésée, elle nous aurait amené en arbitrage. Et Actis lui-même. Mais on se retrouve donc dans une situation où moi, je pense que l'acte est bon, mais le coût est énorme. 78 milliards, plus les frais de maintenance, plus la dette de 120 milliards par an. Or, ce qui est gênant, ces 120 milliards ne sont pas payés. Non, je dis... Il faut nuancer, ils sont pas payés, vous permettez. Ils sont à payer. C'est pourquoi il parle de dette. Non, ce n'est pas une dette. Si la Sonatrel, ce n'est pas à Actis de construire les lignes. Si la Sonatrel avait eu de l'argent pour construire ces lignes, s'il vous plaît, laissez-moi on ne serait pas pas là. Permettez qu'il termine juste après. Laissez-moi finir. Allez-y. Ce qui est absurde là-dedans, c'est que quand on fait un PPP, l'objectif du PPP, c'est quoi? C'est que l'État dit, moi, je n'ai pas d'argent, je ne veux pas subir le risque financier. Je ne peux pas investir seul. Je ne peux pas investir seul. Oui. Donc, il partenariat public-public. Il transfère le risque au constructeur, au consortium. On partage les risques. Il transfère, il lui donne une concession, par exemple, de 30 ans, en disant, vous allez récupérer votre investissement. En l'espèce, étant donné que Eneo était fragile, 800 milliards de dettes chez ses fournisseurs. De dettes. 2, on n'a pas construit toutes les lignes de transport d'électricité qui devaient amener l'électricité vers le distributeur. Donc, on se retrouve dans une situation où, avec l'accord qui dit qu'on consomme ou pas, on doit payer. Donc, ça expose l'État. Et donc, le consortium, lui, il retransfère le risque à l'État en lui disant, tu es garant d'Eneo qui est défaillant. Donc, en clair, on est allé contre le principe du PPP, qui fait que si on était allé en investissement direct, comme l'ont fait les Éthiopiens, où on emprunte, on construit pour 1,2 milliard de dollars, on se serait assuré que les bénéfices qui découlent de ce barrage sur une longue période nous reviennent. Mais on est allé en PPP, au lieu que le risque financier soit supporté par le consortium EDF, on nous le transfère, ça nous génère une dette potentielle sur une longue période. Donc c'est un peu ça ma réserve, et on a le devoir aujourd'hui de restructurer ce PPP pour le rendre plus soutenable. C'est pourquoi il ne faut pas complètement se réjouir de ce rachat. Oui, non, il faut s'en réjouir. Comment se réjouir du rachat quand on hérite d'une entreprise super endettée? Je vais vous dire, ce n'est pas super endettée. Laissez-moi, je finis juste. En 30 secondes. En 30 secondes. Ici, nous avons un barrage qui coûte 1,2 milliard, 420 mégawatts. In fine, il nous génère une dette de 120 milliards par an. Non. Attendez. Je ne suis pas d'accord de cette dette. Une dette potentielle. Oui, une dette potentielle, d'accord. Maintenant, de l'autre côté, j'ai pris l'exemple du barrage de la Renaissance d'Éthiopie. 5000 mégawatts,
investissement. Ils l'ont préparé depuis combien d'années? Ça génère, non, un ne nous comparez pas à l'Italie. Oui, ne nous comparez pas à l'Italie. Eugène, s'il vous plaît. Je ne compare pas à l'Italie. Oui, mais quand vous parlez de l'Éthiopie, c'est des grands pays. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Cameroun n'est plus au niveau économique. Je dis que leur barrage leur rapporte un revenu de 1 milliard de dollars par an. Oui. Nous, tandis que nous, on a une dette potentielle de Non. C'est noté, permettez. Oui. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. On ne va pas tous parler au même moment. Serge-Henri, allez-y. Ce que je voudrais dire, il y a eu il y a eu des problèmes au niveau de la synchronisation de la réalisation du barrage de Nachtigal. Sachant qu'on devait construire Nachtigal, on aurait même pu construire les lignes bien avant. Parce que le site du barrage avait déjà été repéré. Ils ont juste fait la ligne de Yaoundé, qui arrive à Niom, le poste de Niom. Or, Yaoundé ne pompe qu'au maximum 160 MW. Donc, on pouvait construire au fur et à mesure qu'on installait les turbines de Nachtigal. Parce qu'on a commencé par une première turbine, je crois, de 70, une deuxième, une troisième. On aurait même fini les lignes que le barrage n'aurait serait qu'à sa 4e ou 5e turbine. Le problème encore, ce sont les fonds. Et dans la concession d'Actis, d'Eneo, il n'est nulle part écrit que c'est Eneo qui devait construire les lignes. C'est la Sonatrel. Et la Sonatrel, même si elle ne construit pas, elle lance des appels d'offres pour ceux qui ont plus d'expérience. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a accepté rafraîchir ses lignes de transport en 225 kV. Eneo, lui, attend l'électricité à son poste parce qu'il y a l'arrivée qui est à la charge de la Sonatrel et il y a la sortie qui est à la charge d'Eneo. Qui distribue. Il attend juste le jus. Il a déjà ses propres barrages à lui, aidés à son loulou, dans le RIS et puis dans le réseau interconnecté sud, qu'il lui estime avoir mis de l'argent. Il y a eu une visite parlementaire qui allait voir les travaux de réfection de son loulou par Eneo. C'est visible. Donc, pour ma part, ce que je veux faire comprendre ici au Camerounais, ce soit à nos téléspectateurs, c'est que cette renationalisation répond tout simplement à une volonté politique Serge-Henri, du chef de l'État. Tout à l'heure, vous étiez contre le fait qu'on puisse parler d'endettement au niveau des Néo. Et Néo est endetté ou pas? Oui, je vais vous dire, si on avait fini les lignes, on n'aurait pas payé les 10 milliards par mois. Je pense que ça, on a commencé à parler de ces 10 milliards au mois de mars. C'était sur une chaîne concurrente. Et je me rappelle, j'étais avec Bombo Yebga sur le même plateau, qui défend une association des consommateurs. Ce contrat-là a fuité. Si on avait terminé nos lignes, qui vont être terminées en février, après mars, avril, mai, on va plus payer les 10 milliards. Et le EDF a, dans la clause du contrat, sorti 2 clauses majeures. Et la plus importante, EDF a demandé la clause risque pays. C'est-à-dire, en construisant Nachtigal, EDF se disait que le Cameroun peut être déstabilisé. Et que leur investissement qu'ils ont mis, même si le Cameroun se déstabilise, il va falloir qu'on leur paye des pénalités là-dessus. Eux, ils ont conçu le barrage. Ils ont demandé une clause risque pays. Ils ont demandé cette clause-là, que si on finit le barrage, et que vous ne consommez pas tous les 420 MW, vous nous payez 10 milliards par mois. Les Camerounais le savaient. La Sonatrel le savait. Quelle que soit la consommation. Quelle que soit la consommation. Actuellement, nous consommons seulement à peine 160 mégas. Vous comprenez, sur les 420. Donc, une bonne partie doit être sur la ligne du poste qui passe par Edé à Mangombe et puis qui arrive à Dibamba, parce qu'il y a un poste là aussi, ou alors Lugbaba, quelque chose comme ça, pour se desservir Douala. Et là, on aura pompé tous les 420 MW. Il se pose donc que les marchés ont été passés tardivement, on a trouvé les financements tardivement, le projet a pris du retard, pendant que EDF et le consortium étaient en train de construire, de livrer, ils ne construisaient même plus, de livrer le barrage. Et donc, il faut aujourd'hui se rendre compte à l'évidence que Actis part beaucoup plus parce qu'on ampute
le transport à sa concession. AES a géré le transport. Vous comprenez? AES a géré le transport, il n'y a pas de problème. Actis s'est senti à l'étroit quand on a créé la Sonatrel et qu'on a démembré une de ces directions qui est devenue une société autonome appelée Sonatrel. Donc, il y a l'argent parce que tu ne peux pas planter les tomates en Djombe, tu veux venir les vendre à Douala, les tomates ne vont pas se déplacer seules. Il y a un coût du transport. Donc, Eneo aussi faisait de l'argent, du business dans le coût du transport qui revient aujourd'hui à la Sonatrel. La Sonatrel ne transporte pas l'énergie pour rien. Il est payé par kilowattheure qui passe à l'intérieur de ces câbles. Comme EDC aussi est payé par le nombre de mètres cubes d'eau que les différentes centrales font tourner. Vous voyez un peu. Donc, moi, je pense tout simplement que la projection que le Cameroun s'est fait en construisant des barrages majeurs comme Kikot, comme Natigal, Kikot et Menchum, Grand et Weng, parce que nous nous orientons vers 3000 MW d'ici les 7-10 ans qui suivent, il faut bien qu'on ait le monopole de notre distribution. Et cela répond à un projet que le chef de l'État et ses collaborateurs ont clairement défini. Oui. Donc, pour ma part, jusqu'à preuve de contraire, malgré les 120 potentiels milliards qu'on devait payer par an, je trouve que c'est une bonne affaire parce qu'on n'aurait pas dû payer ces 120 milliards si on avait conçu les lignes à temps. On va revenir vers vous tout à l'heure sur les implications de ce rachat d'Eneo par l'État du Cameroun. Est-ce que ça va impliquer la fin des télestages dans les ménages? C'est d'ailleurs ce qui préoccupe les Camerounais. Si vous voulez, Madame Eugène, Maillot, vous vouliez réagir? J'ai écouté les développements de M. Kelber. Je ne pense pas qu'on parle de la même chose. Moi, je dis que, au niveau de la structure du secteur, il a décrit tous les différents segments. Il y a le transport. Ça n'a pas marché parce que les gens qui font le transport n'ont pas fait, parce que ceux qui font des lignes de distribution n'ont pas fait. Moi, je ne suis pas là pour dire qui est fautif de quoi. Je dis deux choses. Sur la structure en tant que telle, on n'est pas sûr aujourd'hui que c'est la meilleure structure qui puisse être adaptée au Cameroun d'aujourd'hui. Il y a une inflation d'institutions sur la chaîne qui sont inefficientes. Quand on devra réformer, il faudra revoir tout ça. La deuxième chose, moi, je parle de comment on doit investir dans ce secteur. Les pays qui marchent, comme l'Éthiopie et les autres, on pense de manière holistique. C'est-à-dire quand on investit dans la production, on s'assure qu'en même temps, le transport et les autres sont là. C'est ça le problème. Et ça pose un problème au Cameroun. Quand je l'ai entendu me dire qu'il ne faut pas nous comparer à l'Éthiopie, moi je compare le Cameroun au... Pas aujourd'hui. Non, pour moi, mon pays il a les capacités d'être parmi les meilleurs pays en Afrique. C'est comme si vous comparez Cameco avec Ethiopian Airways aussi. Bon, restons raisonnables. Serge Henri, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a des pays moindres, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les autres. Ce n'est pas parce que j'ai cité cet exemple. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous dites qu'on ne doit pas comparer à Éthiopie. Ce que je dis, c'est qu'au Cameroun, par rapport aux autres, on a un problème de maturation des projets. C'est-à-dire, on procède par improvisation. On ne prépare pas suffisamment en amont. Parce que quand vous préparez en amont, vous vous assurez que les différents segments, vous avancez de manière synchronisée. C'est ça, je l'ai dit. C'est ça qui nous manque. Ça, je l'ai dit. C'est ce que je voulais dire. Je ne veux pas savoir, parce qu'on n'a pas investi sur les lignes et autres. Moi, je veux, dans un système qui marche normalement, c'est ce que moi je décris, comment ça devrait être. Et justement, dans ce sens, on a suivi tout à l'heure dans le journal, le ministre de l'Eau et de l'Énergie annonçait une réorganisation du secteur de manière générale. Serge Henri, oui, les implications de cette renationalisation, est-ce que ça implique la fin des coupures d'électricité dans les ménages? Est-ce qu'on aura un peu plus d'électricité qu'avant? Non, loin de là. Ce n'est pas parce qu'un propriétaire s'en va, l'autre vient que non. La renationalisation permet tout simplement au Cameroun d'avoir les leviers de son programme énergétique. Qu'est-ce qui change donc dans la vie des Camerounais? Ce qui va changer, c'est que, comme il parlait tout à l'heure de synchronisation, les politiques énergétiques définies par le président de la République seront beaucoup plus implémentées, mais seront moins perturbées par quelqu'un qui est seulement là pour faire du business et des affaires. Mais tenez-vous tranquille. En février, tout au plus, le calendrier, les constructions des lignes seront terminées. Je vous dis fin février,
on va pomper les 420 MW au total que Nachtigal produit. Et on va entamer Kikot, 500 MW. C'est là que les Camerounais vont commencer à voir. Déjà, il faut produire, mais il faut avoir un réseau stable. Vous comprenez, Madame Mayo? Il faut avoir un réseau stable. Même si on construit Kikot aujourd'hui, si on n'a pas un réseau stable, qui a tout le temps des poteaux qui tombent, qui y aura toujours des désagréments, vous comprenez? Mais le Cameroun est en train de se développer sur le plan énergétique avec le target, avec l'objectif de vendre, je dis bien au Tchad et au Nigeria. Et on va vendre. Nous allons y arriver. Mais pour le faire, il faut que le Camerounais de Gary Gombo, de Ndelele, de Youmedjok ait déjà aussi son énergie ou des écarts. Vous comprenez un peu? Nous allons y arriver. Moi, je ne suis pas pessimiste. Le problème, il a parlé tout à l'heure de l'action managériale. Je pense que nous avons des sociétés aujourd'hui qui font une fierté. On peut parler du port autonome de Douala, on peut parler de la CNPS. Les managers, on va les trouver. On va les trouver des purs et bons technocrates qui peuvent aussi rendre la nouvelle société qui sera créée, parce que ça ne sera plus Eneo d'ici quelques temps, il y aura un nouveau PCA, DG. Forcément. Parce que ce n'est pas une fusion-acquisition, c'est un rachat. Et tu rachètes avec ton sigle, où il y aura plus de vert ou jaune, comme l'ancien Kamchi. La restructure de manière générale. Non, la restructuration va venir après. Mais on rachète. Le nouveau propriétaire, quand il prend sa société, il a les lettres qui lui plaisent. Quand même les couleurs vert ou jaune. Nos sociétés aussi, la nouvelle société, comment elle va s'appeler, aura un PCA, un directeur général adjoint, avec un nouveau logo, de nouvelles couleurs. Et on va trouver le manager qui a le meilleur profil pour conduire ce projet. Parce que il ne faut pas voir Eneo. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas croire qu'on ne peut rien faire sans les étrangers. Justement, j'allais vous demander, est-ce que le Cameroun seul peut assurer pleinement la distribution de l'énergie? Bien sûr. Je vais vous dire. Pour le transport, on a la Sonatrach, il y a toujours des problèmes. Bien sûr. Et EDC est là. Non, attendez. Quand la Sonel, à l'époque, gérait tout ça, vous avez un spécialiste comme le président du Sénat, M. Niat. Tous ces projets qu'on fait là, c'est lui qui les a laissés dans les tiroirs. Grand Ewen, Kikot, Nachtigal, il y a au moins 2600 sites de production d'électricité au Cameroun, comme disait M. Nyambal. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi j'ai parlé de la régionalisation du secteur de l'électricité. C'est-à-dire, on ne peut plus être en train de construire sur la Sanaga seulement et aller électrifier Bamenda. Il faut faire un barrage sur la Menchum pour électrifier carrément tout le nord-ouest et une partie du sud-ouest, vendre même au Nigeria. Il faut faire un barrage sur le Honkam qui va prendre tous les hauts plateaux, Baché, Bafang, une partie à Bafang, Baché, Bangou. Et il faut faire comme on est en train de faire avec les centrales solaires aujourd'hui qui permettent d'électrifier une bonne partie du nord et de l'extrême nord. Dans la forêt au sud, il y a beaucoup de scieries. Quand vous allez dans la forêt de Mbang, après les Gari Gombo, il y a la cogénération. C'est des projets que j'ai vus au faire, Fonds d'électrification rurale, avec qui j'ai travaillé. Partout où il y a des troubles là, entre Kondo Titi et Kumba, dans la Mémé, dans le Diang, j'ai électrifié toute cette zone. Et je me suis rendu compte qu'il y a des niches de production d'électricité là-bas. C'est les moyens. Si on a des Camerounais comme le patron de Bokom, sans publicité, M. Bonnier, qui projette lui seul à construire une centrale hydroélectrique de 36 MW, il y a du business à se faire. Et c'est la façon de dire, pour poursuivre, par rapport à ce que M. Nyambal disait, l'électricité ne manque pas preneur. Donc, avant même de construire, je dirais encore sans publicité, il y a les aciéries qui sont là, je peux citer leur nom, qui demandent beaucoup d'électricité. Douala, d'autres font les carreaux ou le marbre sur la route de Kribi. Tout ça nécessite l'énergie. On veut développer les mines. Avec quoi? Donc, il y a le marché camerounais de l'énergie est de plus de 6 000 milliards d'investissements, de business. Je dis 6 000 milliards. Seulement le Cameroun... Il a juste besoin d'être réorganisé. De financement. Il y a les pays comme la RC. Pas de réorganisation d'abord, prioritairement. Non, une fois qu'on trouve de l'argent, on va trouver des réorganisations. La réorganisation demande... On organise avant de chercher l'argent, non? Je veux vous faire comprendre. Les rudiments sont là. On a les textes et recueils. L'ARCEL, le régulateur, le législateur a légiféré des lois
Et on les a donnés à l'ARCEL, au régulateur, l'agent de régulation du secteur de l'électricité, qui peut peut-être les retoiletter pour mieux organiser le secteur de l'électricité. Mais les choses marchent déjà d'elles-mêmes. Madame, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, le secteur de l'électricité, tel qu'il est organisé, ne fonctionne pas bien. Les acteurs, il faut réorganiser l'ensemble du dispositif. J'ai dit, même si on réorganise uniquement, on renforce l'efficacité des NEO au niveau des compteurs, des pertes techniques et tout ça, il faut travailler sur tout le transport. Il faut optimiser. Il faut optimiser. Est-ce qu'il faut redéfinir une politique énergétique au Cameroun? J'ai dit, elle est là. Non. Je dis, il faut redéfinir la politique énergétique au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a une richesse énorme par rapport aux autres pays. On a eu tendance à mettre l'accent sur l'hydraulique à fond, mais sans construire tout l'écosystème qui devrait nous permettre d'avoir l'électricité. C'est-à-dire, on investit de gros montants dans les barrages, mais tout ce qui est transport, distribution, on oublie. Et toutes les énergies complémentaires, comme monsieur parlait du solaire, il faut une stratégie pour développer toutes ces énergies renouvelables. Et on peut également voir si on a besoin d'aller vers le nucléaire, comme est en train de le faire le Burkina. C'est quand vous tracez une trajectoire où vous voulez aller, c'est par la suite que vous identifiez quelles sont les ressources qu'il faut, quels sont les hommes. Monsieur Nyambal, permettez-moi de vous couper. Oui. Ne calquons pas les autres pour calquer. Le Burkina est un pays enclavé. J'ai pris un exemple. Oui, on n'a pas besoin du nucléaire en Afrique centrale. S'il vous plaît. En Afrique centrale, on n'a pas besoin du nucléaire. Il vous a écouté attentivement. S'il vous plaît. Je dis, la démarche normale, c'est qu'au départ, on fait une cartographie pour voir quelles sont les différentes sources disponibles et ensuite quelles sont les plus optimales par rapport à notre pays. Oui. À notre pays. Mais tel que la mise en œuvre est faite, je ne pense pas que c'est fait de manière la plus optimale. Il faut réorganiser. Aujourd'hui, quand on regarde le secteur, vous avez cité tellement d'opérateurs, mais la plupart n'existent que dans une poche. Non. Laissez-moi. Je prends deux exemples. Vous prenez l'ARCEL. Lorsque AES veut quitter le Cameroun et qu'il va prendre des dettes auprès de la Proparco et des autres, et ensuite il revend. Normalement, les réformes avaient prévu un processus de contrôle. On devait, avant qu'il ne cède sa concession à Actis, on devait savoir ce qu'il a fait de ses ressources. Ce n'est pas le rôle de l'ARCEL. Non, je dis, il peut s'appuyer sur des expertises quand un opérateur veut partir. Là, aujourd'hui, quand Actis est en train de sortir, il n'a pas fait du travail de maintenance. Le travail du régulateur, c'est d'examiner... Faire l'État. Oui, qui a exécuté ou pas son cahier des charges. Il y a tous ces dysfonctionnements, il y a le fait que l'État ne paye pas ses factures. Donc, il faut revoir tout ça. Tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que non, ça marche. Mais le ministre l'a dit. Je ne sais pas ce que... Gaston Eloundé Somba l'a dit, le ministre l'a dit. Je crois qu'elle peut... On l'a suivi tout à l'heure dans le journal. Je suis d'accord qu'il l'ait dit, ce que je suis en train de dire. Ça va devenir comme ça, dorénavant. Non, j'ai dit, s'il l'a dit, c'est une bonne chose. C'est ce que je recommande pour mon pays. Tout à fait. Il faut optimiser les recettes. Il faut optimiser. Oui. Il faut d'abord amener chacun à payer ses factures. C'est ça, même la présidente de la République, selon les dits du ministre, va payer. L'Assemblée nationale va payer. Puisque ça fait partie des difficultés rencontrées par Actis, par Eneos ou Actis, voilà. L'État qui ne payait pas ses factures. Voilà. Et, si vous permettez, si je peux dire, c'est qu'en fait, quand on regarde les 800 milliards de dettes que... et Néo laisse, parce que ce n'est pas seulement Actis s'en va, il laisse l'État. Ces dettes sont aussi les dettes de l'État, parce que l'État a 44 parts, n'est-ce pas? Mais vous oubliez les créances. Et Néo aussi a des recouvrements à faire. Il y a des dettes croisées. Et Néo a des recouvrements à faire. Il demande que certaines personnes payent, en l'occurrence l'État. Donc on va seulement contrebalancer et la dette de 800 milliards va se diluer. Elle sera peut-être de 500, peut-être même 400 milliards. En 2 ans, si on optimise sur les pertes non techniques, on optimise sur le paiement des factures, je crois qu'avec un bon management, maximum en 3 ans, Eneo va avoir un bilan comptable équilibré. Ils auront payé ça. C'est une entreprise qui fait plus de 15 milliards de chiffre d'affaires par mois. Eneo à elle seule
a une concession de 1000 mégawatts. Je dis 1000 mégawatts. Si vous prenez 1000 mégawatts en 24 heures, vous multipliez par 70 francs. Vous voyez le chiffre d'affaires que Eneo peut faire en 30 jours. Vous voyez les charges, payer le EDC, payer la Sonatrel, payer son personnel, il dégage des bénéfices. Et Eneo fait des bénéfices. Rassurez-vous. Eneo fait des bénéfices malgré ses dettes. Ils ont un PCA. Tout le monde aurait claqué la porte et serait parti si Eneo était comme la SICAM. La SICAM, c'est carrément un cadavre mort qu'il faut déterrer. Mais Eneo est une entreprise viable qui a de l'avenir, qui a du potentiel. Moi, si on me nomme là-bas aujourd'hui, je ne vais pas faire la pub. Vous n'allez pas refuser. Je ne vais pas refuser parce que je sais qu'il y a des choses à faire. Serge-Henri Eugène Yambal n'avait pas terminé tout à l'heure. Serge-Henri s'appuie beaucoup sur la désignation de véritables personnalités, d'hommes capables de relever le secteur énergétique, de bons profils, d'excellents profils, et sur le problème financier qu'il faut absolument résoudre. Est-ce que ce sont les deux conditions pour qu'on ait un secteur énergétique mieux ordonné, mieux organisé que celui qu'on a actuellement? Tout à fait. Je pense que dans ce secteur, comme dans toutes les autres entreprises publiques, le casting est très important. Il faut désigner les dirigeants sur la base du mérite et puis demander des résultats. Et on doit avoir une obligation de résultat. La deuxième chose, c'est donner une autonomie de gestion aux dirigeants qu'on met en place. Et l'État doit être un actionnaire responsable, c'est-à-dire qui paye ses factures, qui contrôle. Et il doit avoir un contrôle plus strict. C'est-à-dire que si on met un manager, on se met d'accord sur des résultats, mais le contrôle doit être... Il n'y a pas que le conseil d'administration, même l'État lui-même doit mettre en place des mécanismes pour s'assurer que sa stratégie dans le secteur est appliquée, que le manager il évolue selon ce qui a été agréé avec les parties. Et donc c'est un peu ça. Vous avez beaucoup cité l'Éthiopie, Eugène Yambal. De l'expérience des autres pays, qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Puisque vous parlez de réforme de manière générale, management et tout le reste. En Éthiopie, par exemple, qu'est-ce qui est fait pour qu'aujourd'hui, vous citiez ce pays comme un exemple, une référence? Dans le secteur des entreprises publiques ou de l'électricité? Le public de l'électricité. Dans la gestion des entreprises publiques. Je vous donne un exemple. Ethiopian Airlines fait un chiffre d'affaires de plus de 5 800 milliards de chiffre d'affaires. Le budget du Cameroun, c'est 7 000 et poussières. Donc, qu'est-ce que j'ai vu dans ce pays? C'est que entre l'État et les entreprises publiques, on a mis en place des structures de contrôle. C'est-à-dire que pour recruter les dirigeants des entreprises publiques, c'est une véritable sélection sur la base des compétences, des dossiers de la vision. Du patriotisme même. Et la différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont très patriotes. C'est-à-dire que toutes les privatisations qu'on a faites ici en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on a proposé la même chose à l'Éthiopie, qui n'a pas privatisé. Et ils m'ont dit, mais aujourd'hui, nous apprenons de vos erreurs. Quand je leur ai parlé de Eneo et tout ça, ils me disent, mais vous ne donnez jamais la distribution à une entreprise qui n'a pas les moyens d'investir dans les lignes de distribution. Si vous n'avez pas prévu de lignes de transport, mais vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc, en un mot, pour leurs entreprises publiques, il y a un système de sélection très strict, mais également, il y a un engagement sur les résultats. Il y a des espèces de tableaux de bord où ils sont suivis de manière trimestrielle pour mesurer la performance de chacune des entreprises publiques. Et lorsque cet organisme estime que tel DG ne remplit pas son rôle, quand il donne des recommandations à la présidence, à la primature, personne ne peut sauver le DG qui n'est pas performant. Donc, et en même temps, on donne une certaine autonomie aux dirigeants pour gérer ces entreprises. Mais je dis la différence entre eux et nous. Un, le patriotisme. Deux, les Éthiopiens, avant de commencer quelque chose, ils prennent le temps. Ils planifient. Ils essaient de savoir où est-ce qu'on doit aller. Même quand le FMI, la Banque mondiale, viennent leur faire des pressions, ils ne cèdent pas. Donc c'est un peu ça là. Et pour les leçons par rapport à chez nous, je pense que
On a un certain nombre d'entreprises publiques à relever. Si on pouvait appliquer ce type de méthode, que nous ayons des patriotes à la tête de ces entreprises, qu'on choisisse au niveau, les gens qu'il faut à la place qu'il faut et qu'il y ait des mécanismes de contrôle. Serge-Henri Kelbé, ça fait partie des préoccupations de certains Camerounais. Une nouvelle tarification de l'électricité serait-elle en vue après ce rachat des NEO? Je pense que, vous savez, là, vous me posez la question, je veux répondre comme un homme politique, au-delà de ma casquette de polytechnicien. Tous les indicateurs, après les législatives, seront ouverts pour une hausse parce que c'est des décisions très politiques. On redoute généralement le courroux des populations et avant toute élection, on essaye de caresser tout le monde au sens du poil parce qu'on veut être réélu. Nous avons terminé l'élection présidentielle, le RDPC est là avec son président. On attend tenir les leviers du Parlement pour avoir un Premier ministre autonome. Et peut-être c'est à la suite de ça que la hausse arrivera. Mais je pense que Vous parlez de hausse qui va arriver. La hausse, elle serait inévitable? Bon, dans le cas du remboursement de la dette de Eneo, après avoir balancé entre les créances et la dette, ce qui restera pourra peut-être amener le régulateur à autoriser une hausse. Mais il faut comprendre que pour éviter la hausse de manière systématique, c'est-à-dire 5 francs augmentés par kilowattheure, le Cameroun a opté pour une tarification variée en fonction du volume de consommation. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, si vous consommez de 0 à 100 kWh, vous payez peut-être 55 francs. Si vous consommez de plus de 101 kWh à 400, vous payez 70 francs. Donc, c'est une hausse à peine voilée, mais qui ne s'applique pas à tout le monde. Et donc, il faut faire la moyenne. Il y a même la tarification des hautes tensions, c'est-à-dire ceux qui prennent des gros volumes d'électricité. Par exemple, comme l'entreprise qui a aidé à... Il faut revoir peut-être sa tarification à l'UQAM. Il faut revoir peut-être aussi la tarification de tout le secteur minier, les grosses entreprises de mines pour qui on est en train de construire ces barrages, Kikot, Nachigal, ainsi de suite. On verra, mais je ne pense pas qu'elle doit être d'actualité. Et les leviers sur lesquels, parce que l'électricité comme le carburant, sont les vecteurs ou alors les leviers sur lesquels il faut agir pour essayer d'alléger, n'est-ce pas, la souffrance des ménages. On n'a pas encore pu alléger le panier de la ménagère, c'est-à-dire le prix du pain, de la tomate, du riz et tout ça. On n'arrive pas à maîtriser l'inflation. De ce côté-là, je ne trouve pas donc, moi, actuellement, qu'il serait opportun de passer à une hausse qui risque encore de créer le courroux d'une certaine population, surtout des industries. Il y a les boulangeries qui tournent beaucoup avec l'énergie, il y a la petite industrie qui taille la pierre au village pour vivre. Donc, moi, je pense tout simplement que allons d'abord vers le rachat, la création de la nouvelle société. Je ne sais pas si ce n'est pas arrêté que le ministre va dire désormais. Vous savez même qu'il y a eu aussi des aménagements au niveau des villes, des grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, Konsamba, là où il y avait des communautés urbaines. À l'époque, elles payaient un forfait. Maintenant, on a dit qu'elles vont payer à la consommation. Et vous avez des villes ici, dont moi, je préfère taire le nom, qui ont des dettes des impayés de plus d'1 milliard. J'ai vu ces factures parce que j'ai travaillé sur des solutions d'économie, d'énergie, en leur proposant des diodes, des LED. Vous avez des villes qui ont des dettes de plus d'1 milliard de factures impayées. Et donc, il faut assainir déjà tout cela et voir maintenant le gap qui reste pour que la nouvelle société soit une société qui a une comptabilité saine et sereine, pour maintenant dire qu'on peut augmenter de 3 francs le kilowattheure. Madame Ayon, oui, si je peux ajouter quelque chose. Eugénie Yambali. Oui, rapidement. Est-ce qu'on augmente les tarifs ou pas? Je pense qu'il y a plusieurs problèmes à résoudre. Un, il y a les dettes qui sont là, qu'il faut rembourser. Deux, quand on regarde l'ensemble du système, il faut investir sur de nouvelles lignes pour donner l'électricité à la population. Et il n'y a pas de ressources.
Il n'y a pas d'argent. Conséquence? Donc, il faut combiner plusieurs instruments. 1, il y aura de la ressource publique. 2, il y aura de la ressource issue de la restructuration des néos. Et là-dedans, on peut jouer sur 2 leviers. 1, réduire les pertes techniques. Les pertes non techniques et techniques. Oui, et commerciales. Et commerciales. C'est énorme. Donc, si on arrive à les réduire, il y a déjà un revenu supplémentaire qui est énorme. C'est une équation même facile à résoudre. Une fois, donc, 1, vous réduisez les pertes techniques et commerciales. 2, vous essayez de revoir le système de tarification existant. Et comme monsieur... À la hausse ou à la Non, baisse? comme il l'a dit tout à l'heure, il y a par exemple des industries qui sont subventionnées. Je pense par exemple à celle qui est à IDEA, dont les tarifs n'ont pas bougé depuis des décennies, qui est extrêmement subventionnée. Est-ce qu'il faut faire un lissage pour augmenter là-bas afin de réduire la pression sur toutes les autres ménages. Sur les ménages et les autres industries. Les petits consommateurs. Une fois que vous avez fait ça, vous ne pouvez pas faire à un certain moment l'économie de quelques ajustements et hausses tarifaires. Donc, en un mot, ce n'est pas que la hausse toute seule. Il y a plusieurs instruments qu'on doit combiner pour alléger au maximum la hausse sur les ménages, sur les utilisateurs, qui est inévitable. Voilà. Si on veut restructurer le secteur. Serge-Henri Kelbé disait tout à l'heure qu'il est optimiste, que sous l'État, avec l'État aux commandes des néos, ça pourrait marcher. On a vu sous Actis que beaucoup de localités en zone rurale n'ont toujours pas d'électricité. Est-ce qu'avec l'État aux commandes, la situation pourrait changer? Si oui, à quelles conditions? Non, dans l'état actuel de la gouvernance du secteur, je pense que même si l'État revient, la situation ne changerait pas. Parce que le Cameroun a du mal à passer des idées générales, des politiques générales à la mise en œuvre. Souvent, il n'y a pas de coordination. Quand on dit on veut une politique régionale pour électrifier les villages, normalement, malheureusement, on doit prévoir les ressources, notamment dans le budget, tous les ans. Et faire passer ça par l'entreprise Eneo, qui est chargée de faire du travail. Ce travail de coordination depuis les stratégies, dire on veut électrifier les villages et mettre en conséquence les ressources dans le budget et les allouer à la société et contrôler que c'est effectivement fait au niveau des sociétés et des collectivités locales, territoriales. Ce travail manque et c'est comme ça, au vu du fonctionnement actuel, je ne pense pas qu'on puisse avoir des résultats à court terme, sauf à revoir tout le dispositif. Et une fois de plus, je reviens aux autres pays où j'ai dit, quand on investit dans le secteur, on pense de manière holistique. Maintenant, pour l'électrification rurale, on met en place les structures et on s'assure que dans le budget, on prévoit les ressources. Il y a l'AER, l'agent d'électrification rurale. Non, ce que je dis, l'AER, ça existe sur le papier. Non, elle est effective. Non, quand je dis qu'elle existe sur le papier, elle est effective, mais elle a un budget de fonctionnement qui lui permet de... Elle doit même aller lever des fonds en Arabie Saoudite un peu partout pour faire ses missions. Faire ses missions. Monsieur Kelbé, ce que je dis, c'est que la plupart des entreprises qu'on crée au Cameroun, et c'est le problème que nous avons, c'est que souvent, on vous dit qu'il y a un fonds d'électrification rurale ou un organisme de mise à niveau des entreprises. Quand vous allez dans le budget de l'État, vous vous rendez compte qu'on leur a donné le budget pour faire face au budget de fonctionnement, mais leur mission sur le terrain, il n'y a pas de ressources pour cela. Non, monsieur Nyamba, permettez-moi de vous dire que l'AER est une institution carrément autonome. Moi, j'ai travaillé pour plus de 280 millions de francs CFA pour l'AER. 280. J'ai électrifié 32 villages dans ce financement. L'AER a déjà électrifié plus de 1000 villages, particulièrement au soleil. Mais ça, je le dis avec certitude. Il y a la question de Jeanne, oui. Avec certitude. Votre question. Mais moi, je veux répondre. Oui. Est-ce que cette structure est en train de faire de manière efficiente l'électrification rurale au Cameroun? Oui, je peux vous dire, avec Huawei, bon, excusez-moi de citer les noms, je ne veux pas faire la publicité. Il y a un projet d'électrification de 1000 villages au soleil. Oui. C'est conduit par l'agence d'électrification rurale. Ils ont fait d'abord 400 premiers villages. Oui.
Nous avons porté des réserves là-dessus en tant qu'observateurs. Parce qu'il y a eu un problème au niveau de la restitution des ouvrages. Les populations n'ont pas été bien formées. Les gens allumaient le feu, les gens abandonnaient les champs solaires en pleine forêt. Ils ne savaient pas comment... Mais je ne veux pas aller là-dessus. S'il vous plaît, permettez, il nous reste 1 minute pour sortir de l'émission. Non, je voulais dire quelque chose par rapport à la question que vous avez posée sur l'électrification. Ne vous inquiétez pas, vous allez répondre à la question. Permettez à Eugène de terminer. Dans le budget, pour que vous me montriez les ressources qu'on a prévues pour l'électrification rurale dont vous parlez sur les 3-4 dernières années et jusqu'à cette année. Mais moi, je ne fais pas partie de la... Allez à l'AEA, ils sont à Bastos. Non, je vous demande, le budget est disponible. Pour résumer, Eugène Yambal, vous n'attendez pas grand-chose de l'État en matière d'électrification. Non, je dis qu'il faut améliorer. Non, ce n'est pas que je n'attende pas. Je ne critique pas pour critiquer. Je dis que, vu la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, il y a peu de chances qu'on ait les résultats escomptés et qu'il faut améliorer le dispositif existant. C'est noté, oui. Et la ressource n'est pas là. Et la ressource n'est pas là aujourd'hui. Okay. Madame Mayo, Madame Mayo, je voudrais dire quelque chose aux téléspectateurs qui nous suivent. Dans le cahier de charge des NEO, les NEO étaient chargés de faire la connexion des localités. C'est-à-dire faire le transport moyenne tension et connecter certaines localités, parce qu'à l'époque, il y avait près de 10 000. Aujourd'hui, il y en a environ 6 000 localités non connectées. Il faut faire des branchements. Parfois, vous avez l'électricité qui passe sur votre tête. Vous êtes là, vous n'avez pas d'électricité, vous êtes dans le noir. Et ensuite, il faut faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas greffer sur un réseau déficitaire encore des demandeurs d'électricité. Alors que le réseau existant ne suffit pas déjà d'alimenter le palais de l'unité ou alors les hôpitaux du coin. Parce que c'est quand même pas priorité. Et il faut comprendre qu'il y a des localités qui coûtent cher à leur connexion sur les réseaux. Parce que, je vais par exemple prendre le cas, pendant longtemps, la petite ville de Mouanko a été alimentée sous groupe électrogène. Ça ne fait pas 5 ans qu'on a démantelé le groupe électrogène pour faire un raccordement d'aider avec Mouanko. Ça ne fait pas longtemps que la grande ville de Bertois est aujourd'hui à son petit réseau. Après la construction du barrage de Longpanga, 30 MW, Bertois pendant longtemps était sous groupe électrogène. Donc pour le moment, l'électrification des zones rurales n'est pas une priorité. On avance. C'est un processus. Il y a encore presque 6 000 localités. Beaucoup de localités seront électrifiées au solaire dans le projet Huawei. 1000 localités à électrifier. Ils ont déjà fait 4000. Il y a des corrections à faire sur les 4000 parce que des projets, comme je vous l'ai dit, la restitution. Parce que quand on fait une centrale solaire, on vous la lègue sur 15-20 ans. C'est à vous de mettre des mesures, comment nettoyer les panneaux, nettoyer les batteries. Maintenant, les 6000, la deuxième phase, pour les 600 autres, a déjà commencé. C'est noté. Nous allons sortir... Est-ce que la politique d'électrification rurale est de l'émission en œuvre de manière effective ou pas? Oui. Merci Eugène Yambal. Merci. Oui. Oui. Ils le font en PPP avec Huawei. À vous de nous avoir suivis. Ils le font en PPP avec Huawei. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain, 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon. Merci, madame. Non.